Bonjour à tous, comme chaque vendredi, j'ai le plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, notre équipe de chroniqueurs vous a sélectionné de nombreux livres. Voici les titres du jour. Pour commencer, Céline nous rejoindra pour venir nous présenter le suivant sur la liste, livre de Manon Fargeton. La fille dragon est le nouveau livre de Lucia Troisi, auteur que nous avons eu la chance d'interviewer au Salon du livre de Montreuil. C'est Antonin qui a la charge de cette chronique. Chez l'éditeur Pika, Nathan a sélectionné un tout nouveau manga, Seven Deadly Sins. Allez, ne perdons pas de temps, voici la première chronique. Salut Céline, quel roman as-tu choisi aujourd'hui? Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un incroyable thriller, dont l'auteur est Manon Fargeton. Il s'agit évidemment du livre Le suivant sur la liste, publié dans la collection Rageot Thriller, qui est dirigé par Guillaume Lebeau. Je vais dès à présent vous en dire un peu plus sur cet incontournable roman. Après cette présentation, nous attendons un résumé de l'histoire. Assis devant son ordinateur, Nathan est stupéfait. Lui qui adore s'infiltrer dans les sites de recherche scientifique est comblé. Comme tous les jeudis, Morgane va à la clinique des cigognes. Son père tient à ce qu'elle voie sa mère qui est internée depuis des années. Arrivée devant la chambre, elle frappe et ouvre la porte. Quand sa mère la voit, elle recommence à paniquer. Morgane la rassure quand des infirmiers entrent. Voyant qu'elle était en retard, elle se met à courir vers la sortie quand une porte s'ouvre. Elle ne peut éviter la collision. Timothée hurle de douleur. Il ne supporte pas d'être touché. Une infirmière se précipite vers lui. Pendant ce temps, Morgane remarque que l'adolescent tient une boîte noire. Une fois qu'il est calmé, elle part. Nathan accélère encore. Il va être en retard à cause de ses recherches. Parti d'une liste de noms trouvée dans un de ses ordinateurs de la clinique des cigognes, il a cherché à en savoir plus et a découvert des dossiers abordant des expériences dangereuses menées sur des humains, ceux de la liste, dont lui et son cousin Timothée. Il fallait qu'il prévienne les autres personnes qui en faisaient partie. Morgane, Isia et un autre quatrième. Isia arrive devant le collège et aperçoit Nathan lorsqu'elle entend une voiture. Rapide, elle va directement sur Nathan. Quand elle le percute, Isia hurle. Morgane a vu la scène depuis la galerie du lycée. C'est horrible, mais à présent, son secret est sauvé et plus personne ne sait où vit sa mère. Arrivée chez elle, Isia va sur son ordinateur et remarque que Nathan l'a invitée sur Facebook, ce qui est impossible. Il a également invité Morgane et Samuel, deux personnes qu'elle ne supporte pas. Morgane, elle, n'a pas reçu que cette invitation de la part de Nathan. Il lui a aussi envoyé un message lui demandant de retrouver trois personnes totalement inconnues pour elle, Isia, Samuel et Timothée. Qu'as-tu pensé de ce livre? J'ai adoré le livre de Manon Fargeton, le suivant sur la liste. Il s'agit en effet d'un thriller fort en action qui en étonnera plus d'un. Ainsi, en lisant le titre, on pourrait s'attendre à des meurtres en série, mais non, car contre toute attente, nous suivons les aventures des victimes qui ont tout un don dû aux expériences menées alors qu'elles étaient plus jeunes. Dans ce roman, le genre policier a vivement été exploité. En effet, comme tout thriller, il y a au moins un meurtre au début de l'histoire. Ainsi, Nathan se fait renverser par une voiture dont le conducteur semblait être bouleversé. Cependant, Isia est sûre d'avoir vu la voiture accélérer, ce qui se révélera être vrai. Pour finir, la fin d'un roman thriller est souvent inquiétante, mystérieuse et imprévisible pour le lecteur, en particulier s'il s'agit d'une série. En effet, personne ne s'attendait aux révélations du professeur Klein, qui vont bouleverser la vie des adolescents, en particulier celle d'un personnage assez réservé, Samuel. Ce livre aborde de nombreux thèmes, comme l'amitié ou l'amour, mais celui qui a été le plus présent est celui de la science. Les personnages principaux ayant subi des expériences assez incroyables, on ne peut en effet passer à côté de ce sujet, présent du début à la fin de l'histoire. Ce qui est également original dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal. En effet, l'histoire est racontée de façon alternée, ce qui permet de connaître les différents points de vue de tous les adolescents, ainsi que de ceux des personnages secondaires. Je vais tout de même vous parler des 5 adolescents, Isia, Morgane, Samuel, Timothée et bien sûr Nathan. Tout d'abord, ils ont subi des expériences qui leur ont toutes donné un don. Ainsi, Morgane a un charme naturel et Timothée est très sensible aux sentiments des personnes. Ensuite, ils ont tous poursuivis par des personnes dangereuses voulant les tuer sous prétexte qu'ils sont des monstres venant de la science. Ainsi, Nathan se fait assassiner devant les yeux d'Isia alors qu'il se dirigeait vers le collège. Enfin, malgré leurs différences et leur mode de vie totalement opposés, ils réussissent à faire équipe et créent sans le vouloir un lien d'amitié se révélant être assez fort. Ainsi, Isia qui ne supportait pas Morgane et Samuel finit par les apprécier. Quant à Timothée, il réussit à vaincre sa peur grâce à Morgane. Pour conclure, j'ai évidemment adoré ce roman. L'auteur a ainsi rédigé un thriller plein de suspense et d'action qui m'a également rappelé le roman
Proie idéale de Charlotte Bousquet, qui est aussi un thriller incroyable faisant partie de la même collection, Rageous Thriller. J'attends avec impatience le 2e tome de cette série. Alors Antonin, que peux-tu nous dire sur La Fille Dragon? Pour ma chronique, dans la rubrique Réchauffé, j'ai sélectionné un titre que je le pense vous plaira très certainement. Il s'agit du premier tome de la série La Fille Dragon qui s'intitule L'héritage de Tuban. C'est l'œuvre d'une auteure italienne que j'apprécie beaucoup, Licia Troisi. Nous avons eu la très grande chance de pouvoir l'interviewer au Salon du Livre de Montreuil au mois de décembre 2013. Peux-tu nous plonger dans l'univers de ce roman? Sophia vole dans un ciel d'un bleu extraordinaire et un vent agréable lui souffle dans ses cheveux roux. Elle rencontre une ville extrêmement jolie avec ses tours blanches et ses fontaines de marbre. Elle se promène sur des balcons en verre se trouvant au-dessus des nuages. Malgré son profond vertige, elle vole sans peur. Une lumière aveuglante éblouit. Soudain, Giovanna la réveille. Ce n'est qu'un rêve et elle se trouve dans son orphelinat à Rome. Comme tous les jours, elle se lève en retard, fait le même rêve et supporte le surnom de citrouille dû à la couleur de ses cheveux. Après s'être fait passer un savon par Sœur Puenza pour son retard, avoir récolté le droit de servir à la cuisine pendant la semaine, s'être récolté un 2e 0 en musique car elle n'écoutait pas et subi la mauvaise blague de Marco, un autre orphelin, car il a mis un lézard dans sa trousse, elle regagne sa chambre totalement épuisée par cette journée. Le lendemain, Giovanni lui dit que Sœur Puenza veut la voir. Une fois dans son bureau, la sœur lui dit qu'un professeur d'ethnologie réputé veut l'adopter. Les questions se bousculent dans sa tête. Pourquoi le professeur veut-il l'adopter et surtout elle en particulier? Pourquoi vient-il maintenant alors qu'il aurait pu l'adopter avant dans sa plus petite enfance? Que lui veut-il vraiment? Vous le découvrirez en lisant ce livre magnifique. Mais dis-nous, quel est ton avis sur ce titre? J'ai absolument adoré le livre de Licia Troisi s'intitulant La Fille Dragon, édité par Pocket Jeunesse. Tout d'abord, nous ne sommes pas comme habituellement dans un roman de fantasy. Ici, on est très loin des univers des trilogies précédentes de l'auteur qui concernent le monde émergé. On se retrouve face à un roman tranche de vie avec le quotidien dans un orphelinat de Rome, qui peu à peu dérive vers le fantastique. Licia Troisi décrit la guerre ayant opposé les dragons aux vivres, ce qui ne sera pas sans vous rappeler un roman de l'auteur espagnol Laura Gallego Garcia qui s'appelle Eden. Ensuite, pour les personnages, j'ai choisi de vous présenter Sophia, l'héroïne de cette histoire. Elle a eu une vie très compliquée car elle vit à l'orphelinat depuis sa plus tendre enfance. À son âge, elle est pratiquement certaine que personne ne viendra l'adopter car elle est trop vieille. Elle craint de devoir finir comme Giovanna, c'est-à-dire de rester jusqu'à sa mort à l'orphelinat. En effet, Giovanna a été placée dans cet orphelinat et elle y travaille depuis toujours. Pourtant, Sophia est vraiment courageuse, car elle a une peur énorme du vide et accepte malgré tout de voler avec Lydia, une jeune fille qui va l'accompagner dans sa quête pour aller trouver le fruit de l'arbre monde et permettre sa résurrection. Pour continuer, malgré sa crainte des pouvoirs de Tuban, un dragon dont l'esprit vit en elle, elle les utilise volontiers pour combattre, mais aussi pour retrouver les fruits de l'arbre monde. Pour finir, elle passe son temps à se rabaisser et à dire qu'elle n'est pas à la hauteur des attentes du docteur qui voudrait mieux prendre Lydia à sa place. Elle s'excuse sans arrêt, montrant toute la fragilité du personnage très loin des héroïnes habituelles qui doivent sauver le monde. En conclusion, je trouve que Licia Troisi possède une écriture vraiment très belle et agréable à lire. Je vous conseille très fortement de découvrir ce livre que j'ai adoré et dont son univers m'a littéralement transporté. Sachez que le 3e et dernier tome intitulé Sablier d'Aldiba est sorti le 7 mai 2014 et qu'il ne me tarde de le lire. Maintenant, dans la rubrique Sushi, je reçois Nathan. Tu as choisi Seven Deadly Sins, je me trompe? Bonjour à tous les croque-lecteurs, me voilà de retour seul pour faire une chronique. Je vais vous présenter Seven Deadly Sins, qui se traduit par les 7 péchés capitaux. Ce manga est dû à Nakaba Suzuki et est publié en France à l'édition Pika. Nous attendons tous avec impatience le résumé que tu as préparé. Le début de l'histoire se déroule dans une auberge dont le patron a l'air vraiment très jeune. Il est pour l'instant anonyme, il n'y a pas d'employé. C'est donc lui qui fait tout. Il sert à manger à des clients, le plat a l'air appétissant, pourtant les clients vomissent tout dès la première bouchée, tellement c'est immangeable. Alors un petit cochon nommé Hank, qui a le don de parole, arrive pour finir les restes et nettoyer par terre. Soudain, un chevalier rouillé arrive en murmurant Seven Deadly Sins. De ce fait, tous les clients partent car ils ont peur de se faire massacrer. Mais le chevalier s'écroule, le petit patron lui enlève son casque, et c'est en fait une fille qui est à l'intérieur. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'un Seven Deadly Sins. Les Seven Deadly Sins sont un groupe de 7 criminels dont les crimes sont inconnus pour l'instant. Les 7 membres de ce groupe possèdent une marque d'animal sauvage sur eux qui a fait leur célébrité. Le chef de ce groupe se nomme Meliodas et les 6 autres membres sont Jan, Ban, Escanor, Gopher,
Merlin et King. Peu après cette découverte, les chevaliers sacrés arrivent dans l'auberge pour arrêter le faux Seven Deadly Sins, alors que Hawk, qui s'est équipé de quelques bouts d'armure, se présente à eux. La fille s'enfuit par la porte de derrière. Mais les chevaliers la remarquent et ils se lancent à sa poursuite. C'est alors que Twigo, un membre des chevaliers sacrés de plus de 3 mètres, lance une attaque et détruit la falaise, tuant au passage ses hommes. Le tavernier sauve la jeune fille et se prépare à combattre contre Twigo. Il sort alors une épée brisée qu'il a dans le dos et lui donne un coup spectaculaire. Twigo le reconnaît alors. La manche de sa chemise étant déchirée par le combat, il peut voir une marque, celle du dragon, l'un des 7 animaux sauvages des Seven Deadly Sins. Et pas la moindre, c'est celle du chèvre. Sa véritable identité est donc Meliodas. Quel est ton avis sur ce shonen manga, Nathan? J'ai adoré ce manga intitulé Seven Deadly Sins du dessinateur Nakaba Suzuki. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il n'est pas inconnu en France car on est dans la série Kongo Basho chez Kana. Pour commencer, je trouve la couverture très belle. Nous y voyons les 3 personnages principaux sur un fond blanc avec un arbre dessiné en arrière-plan. Meliodas a sorti son épée brisée. Pourquoi a-t-elle cassé? C'est un mystère dont la réponse apparaîtra plus tard dans le manga. Comme vous avez pu vous en rendre compte grâce au résumé, ce shonen appartient au genre fantasy. En effet, les personnages ont une force colossale et certains ont des pouvoirs extraordinaires. Ainsi, Meliodas rattrape une lance au pouvoir électrique lancée par Gilfunder, général des chevaliers sacrés. Pourtant, celle-ci aurait pu ravager tout le village où se trouvait le héros. Puis Meliodas la relance et cette fois-ci, la lance arrive à quelques millimètres de la tête de Gilfunder après avoir parcouru plusieurs kilomètres. C'est un point qui se différencie des shonen habituels. Le héros a déjà tous ses pouvoirs incroyables dès le début de l'histoire et est capable de combattre contre des ennemis redoutables. Parmi les nombreux personnages de ce manga, mon préféré est Hawk, la mascotte de cette série. En effet, c'est un petit cochon qui ne veut pas se battre, mais c'est toujours lui qui à la fin du combat est le plus amoché. Comme quand les chevaliers sacrés rentrent dans l'auberge au début de l'histoire. À la fin de ce combat, Meliodas demande à tout le monde si ça va. Et Hawk répond avec une branche montée dans le dos. On m'a transformé en brochette, mais à part ça, ça va. Il se fait régulièrement martyriser par Meliodas. À chaque fois qu'il est contre une idée de celui-ci, Meliodas pense à haute voix à des plats à base de cochon. Vous l'aurez compris, Hawk apporte beaucoup d'humour au milieu des scènes d'action qui sont magnifiquement dessinées. En conclusion, je vous conseille ce manga qui me rappelle évidemment Fairy Tail, deux titres qui allient humour, action et fantasy. Sachez enfin que les 2 auteurs s'apprécient. Ils sont publiés au Japon chez le même éditeur et ont même réalisé une histoire avec leurs personnages. C'est avec cette chronique que je clôt ce 22e numéro de Croque Lecture. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, comme d'habitude, vous pourrez retrouver un nouveau numéro. Allez, bye les Croque Lecteurs! Ça, coucou. Ah ouais. Non, c'est une fille. Pardon. Oh, je parle bien. Ça fait plaisir. Oh non. Bref. Merci, monsieur, ça me touche. Ça, par exemple, ça va y aller. Vous présenter Sophia. Pourquoi je rigole? Et permettre sa résurrection. C'est pas un accent bizarre que j'ai pris à la fin? Aldiba. C'est bizarre. Aldiba. Bref. Et vive la couverture du livre. Ça sent le bêtisier, ça. En plus, ça sort tout seul. Non, je suis bête. En plus, ça me fait rire.